Hermione Granger n'est pas du tout l'héroïne forte que vous croyez. Tout le monde la voit comme une fille brillante, courageuse, qui sauve ses amis à chaque fois. Mais ça, c'est le mensonge qu'on s'est créé pour ne jamais avoir à regarder la vérité en face. Faites-moi confiance, Hermione n'est pas vraiment intelligente. Elle est terrorisée. Si elle apprend tout par cœur, c'est pour prouver qu'elle a au moins un peu de valeur. Si elle anticipe tout, c'est parce qu'elle refuse de ne pas être parfaite ou d'être vulnérable. Son cerveau n'est pas vraiment sa force, c'est sa prison. Parce qu'en réalité, sa pire peur, c'est pas la mort, c'est pas la torture, c'est même pas Voldemort. C'est bien plus violent que tout ça. Et nous, on s'est reconnus en elle, parce qu'on pensait qu'en sachant tout, en anticipant tout, on finirait peut-être par être aimé. Mais tu veux savoir le plus tragique dans tout ça? Personne dans Harry Potter n'aime vraiment Hermione. Ron la trouve insupportable, Drago la traite de sang de bourbe, même Harry, il a besoin d'elle, ok. Mais est-ce qu'il l'aime vraiment ou est-ce que c'est seulement parce qu'elle lui sauve le cul à chaque fois? Alors pourquoi dans Harry Potter personne ne l'apprécie vraiment à sa juste valeur? Et qu'est-ce qui fait que nous, on s'est tellement reconnus en elle? Allez, oublie tout ce que tu crois savoir ma douce et suis-moi, je vais te montrer ce qui se cache vraiment derrière le cerveau d'Hermione. Pourquoi des millions de femmes ont reproduit ces patterns sans même le savoir? Et comment s'en libérer pour enfin pouvoir être aimée sans devoir être parfaite? Hermione nous a sauvés, personne ne l'a sauvée, alors elle mérite qu'on finisse son histoire. Avant de décortiquer ce qui cloche chez Hermione, peut-être qu'il faudrait déjà comprendre pourquoi est-ce qu'on l'a tant aimée. Parce que c'est tout sauf anodin, ma douce. Hermione a comblé un vide énorme. Dans les années 2000, il y avait très peu de personnages féminins vraiment complexes, intelligents et centraux dans la culture pop. On avait quoi? Des princesses à sauver, des faire-valoir, des sidekicks, et puis boum, Hermione débarque, une fille maligne, avec du courage, de la répartie. Et on s'est tout accroché à elle comme à une bouée de sauvetage. Cette fille qui levait la main avant même que le prof ait fini sa question, qui corrigeait les adultes sans trembler du menton, qui avait toujours confiance en elle, même quand personne lui demandait son avis, et qui sauvait Harry et Ron à chaque film. Et on a projeté sur elle un truc énorme, l'idéal de la femme forte. Une femme qui a de la valeur parce qu'elle maîtrise tout, sans jamais craquer, au point de porter le poids des autres tout entier sur son propre dos. Hermione est devenue l'icône de l'intelligence féminine, ou en tout cas d'une version de l'intelligence féminine. La preuve vivante qu'une fille pouvait être la plus brillante de sa classe et sauver le monde en même temps. Sauf qu'on a tellement manqué de modèles féminins complexes qu'on s'est accroché à Hermione comme si elle était parfaite, comme si elle n'avait pas, elle aussi, ses zones d'ombre. Parce qu'en idolâtrant sa force par le contrôle, par la préparation, on a célébré sa capacité à être toujours prête, toujours compétente, toujours indispensable. Et en vérité, on a idolâtré et admiré une jeune fille qui utilisait son cerveau comme bouclier contre le monde entier. Et personne ne s'est arrêté pour se demander mais pourquoi elle fait ça? Contre quoi elle essaye de se protéger? Parce qu'Hermione n'incarne pas seulement la force et l'intelligence, elle incarne aussi quelque chose de beaucoup plus sombre. Maintenant qu'on a compris pourquoi est-ce qu'on l'a tellement adorée, il est temps de regarder qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout ce contrôle. La réponse, elle se trouve dans une scène du 3e film. Une scène que tout le monde a vue, mais que personne n'a vraiment regardée. L'épouvantard. Tu sais, cet exercice où chaque élève fait face à sa peur la plus profonde. Harry voit un détraqueur, qu'il a croisé plus tôt, Ron voit évidemment une araignée géante, Hermione elle ne voit rien de tout ça. Elle voit le professeur McGonagall lui annoncer qu'elle a échoué à tous ses examens. Comme je le disais au début, elle voit pas quelque chose de très violent en apparence. Elle voit pas une mort, Voldemort, de la torture ou encore quelque chose de plus personnel, comme ses amis se séparaient d'elle. Non, elle ce qu'elle voit, c'est l'échec. Sa pire terreur, c'est d'être exposée devant tout le monde et de ne jamais être assez. Une fraude qui n'a jamais mérité sa place. Et là, non seulement la saga prend pour la première fois une tournure aussi profonde, mais c'est aussi à ce moment-là que la psychologie d'Hermione éclate au grand jour. Parce qu'Hermione, elle est née moldue, donc sans pouvoir magique. Elle débarque dans un univers où tout le monde a grandi avec la magie, où les familles de sang pur la regardent de haut, où la pire chose qui puisse lui arriver, soit que ce couillon de Drago Malfoy lui crache sang de bourbe à la figure. Espèce de sang de bourbe. Alors Hermione a appris et a enregistré quelque chose très tôt dans sa vie. Si elle échoue, elle prouve qu'elle n'a pas et qu'elle n'aura jamais sa place dans ce monde. Qu'ils avaient raison, tous, et que ce n'est qu'une imposteur. Alors, que fait une imposteur pour prouver sa valeur? Eh bien, elle surcompense. Elle lève la main, non plus par passion d'apprendre, mais compulsivement. Elle étudie jusqu'à l'obsession, elle anticipe tout pour tout le monde. Jour après jour, elle transforme son cerveau en forteresse. Jusqu'au moment où, fatalement, eh bien, toute la forteresse s'écroule. On est toujours en 3e année et Hermione s'inscrit à tellement de cours différents que c'est physiquement impossible pour elle de tous les suivre. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle plie littéralement le temps plutôt que d'accepter qu'elle ne pourra pas tout faire. Grâce à cet objet qui s'appelle un retourneur de temps, elle peut suivre un cours, puis remonter le temps pour assister à un autre cours sur le même horaire. Résultat, eh bien, elle s'effondre. Son sac craque sous le poids de ses livres
Elle gifle Drago et claque la porte du cours de divination le même jour. Et à la fin de l'année, elle rend le retourneur en disant « ce truc me rendait folle ». Tu vois ce qui se passe là? Elle ne s'arrête que quand elle ne peut littéralement plus avancer. Sans transition, te rappelles-tu du sac perlé? Dans le tome 7, le trio s'échappe. Hermione sort de son petit sac, des vêtements pour les trois, la cape d'invisibilité, des provisions, du matériel de camping, des livres, des potions. Ça va aller ma belle, tu veux pas une quiche au poireau en plus? Notre petite Hermione, elle a tout prévu, pour 3 personnes, pendant des mois, y compris les affaires de Ron et Harry. Personne ne lui a demandé de faire ça. D'ailleurs, personne ne la remercie vraiment, mais sans tous ces petits préparatifs qui peuvent sembler anodins, la chasse aux Horcruxes, donc l'événement le plus important de leur vie, aurait complètement été impossible. Et petit à petit, on se rend compte que ce qu'on pourrait appeler préparation, c'est en fait de l'hypervigilance. Et bien au-delà de la fiction, c'est incroyablement représentatif de ce que vivent la plupart des femmes. Une étude récente de l'université anglaise de Bath sur plus de 2000 parents hétérosexuels a voulu essayer de quantifier la charge mentale pour voir si cette notion trouvait vraiment un impact dans nos vies quotidiennes. Et figure-toi qu'ils se sont rendus compte que les mères assurent 13 tâches de charge mentale quotidienne contre 8 pour les pères. À tel point que les chercheurs eux-mêmes ont mis en évidence un terme précis pour ça, le sticky cognitive labor. Être une femme. Le travail cognitif qui colle aux femmes et qui résiste à toute forme de renégociation. Et donc, comme beaucoup de femmes, Hermione ne cherche pas le contrôle parce qu'elle est forte, même si elle l'est vraiment. Elle cherche le contrôle parce qu'elle est terrorisée. Et malheureusement, ça ne peut que l'amener à la violence. Cette violence commence d'abord doucement, presque de manière subtile, mais tu vas voir comme ça va devenir vicieux. Déjà, Hermione ne se permet jamais d'être vulnérable en public. Quand elle craque, elle se cache systématiquement. Déjà dans le tome 1, la petite puce va s'enfermer dans les toilettes après que Ron l'ait traitée de cauchemar. Soit dit en passant, traiter les femmes de cauchemar, c'est ça le vrai cauchemar, mon petit Ron. Hein. Et dans la coupe de feu, elle se retrouve à nouveau au milieu des escaliers après le bal à essayer de rassembler ses émotions. Puis à nouveau dans le tome 6. Elle trouve refuge dans une salle de classe vide quand Ron sort avec Lavande. Purée, mais entre Drago et Ron, on n'est vraiment pas aidés, hein. Elle absorbe la douleur, elle s'isole, puis elle se recompose très vite, et puis elle revient avec un visage en apparence calme. Ce qui est pas forcément négatif en soi, mais on remarque qu'à chaque fois, Hermione, elle porte ça toute seule. Parce qu'au fond, montrer sa vulnérabilité, ce serait prendre le risque d'être rejetée. Et on l'a dit, le rejet pour Hermione, ce serait la confirmation qu'elle a jamais vraiment mérité sa place, et donc qu'elle a jamais vraiment mérité d'être aimée. Alors elle fait quoi à la place? Quand elle a peur ou qu'elle a une douleur émotionnelle, elle va à la bibliothèque, comme pour essayer d'analyser, de trouver un sens à ce qui va pas. Alors attention, c'est une très bonne chose d'essayer de comprendre, de trouver du sens pour soi. Le problème, c'est quand ça prend trop de place. Hermione s'enferme là-dedans comme une fuite d'un quotidien qui ne lui correspond pas, au lieu d'embrasser ça comme quelque chose de joyeux, en pleine conscience de ses forces et de son super caractère. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui se passe dans la chambre des secrets. Pendant que Harry et Ron agissent, Hermione, elle cherche ses réponses dans un livre. Et c'est elle qui finit pétrifiée, un bouquin à la main. À force d'analyse et d'angoisse, son merveilleux cerveau est passé d'un outil génial à une prison lugubre. Un endroit qui fait pas très envie, à plein de niveaux différents, mais au moins un endroit dans lequel elle peut se réfugier sans se faire démasquer, quand tout autour d'elle devient trop incertain, trop imprévisible. Penser devient alors une solution pour ne pas ressentir, jusqu'à ce que ça l'empêche carrément de vivre. Jusqu'à cette scène qu'on oublie trop souvent, mais qui montre vraiment jusqu'où Hermione est prête à aller. Au cours du tome 7, où chacun se prépare à faire face à l'armée de Voldemort, Hermione efface la mémoire de ses parents. Elle modifie leurs souvenirs pour qu'ils croient s'appeler Wendell et Monica Wilkins, et que l'ambition de leur vie, c'est de déménager en Australie. Donc ils ne savent même plus qu'ils ont une fille. Hermione a 17 ans, et elle accepte de ne peut-être jamais survivre pour inverser le sort. Elle accepte que ses parents vivent heureux, sans jamais savoir qu'ils avaient une enfant. Elle prend la décision la plus lourde qui soit pour leur bien. Elle s'efface, elle disparaît. Parce que pour elle, protéger les autres sera toujours plus important que de se protéger elle-même. Et tu sais ce qui est fou? Personne dans la saga n'est vraiment surpris de ça. C'est l'une des seules sorcières à devoir porter un poids aussi lourd puisque ses parents n'étaient pas sorciers. Et pour autant, personne ne s'en soucie. Parce que Hermione a tellement bien joué le rôle de celle qui gère tout, que tout le monde a fini par oublier qu'elle est aussi humaine. Hermione n'a jamais eu le droit d'être imparfaite, elle n'a jamais eu le droit de poser ce foutu sac de perles. Elle a été condamnée à être forte, et personne ne lui a jamais donné l'opportunité d'être vulnérable sans perdre sa place. Mais tout n'est peut-être pas perdu. Parce que ce schéma de maîtrise, d'intellectualisation, il s'arrête pas seulement à Hermione. Parce que, en tant que thérapeute, des clientes qui sont des petites Hermione, j'en vois tout le temps. Des femmes brillantes, courageuses, qui pour autant ont toujours l'impression qu'elles ne font pas assez, qu'elles vont être démasquées, alors qu'elles portent tout sur leurs épaules. Elles arrivent en séance et elles prennent des notes. Elles font des recherches entre les séances. Elles essayent de comprendre leurs blocages, d'analyser leurs émotions, de décortiquer leurs comportements. Mais au bout d'un moment, beaucoup finissent par penser « si je ne vais pas mieux, c'est que je ne fais pas assez d'efforts. C'est que je ne réfléchis pas assez, c'est que je ne suis pas assez intelligente. » Et ça, c'est un cercle vicieux terrible. Plus on intellectualise et plus on croit en avoir besoin. Et plus on analyse, plus on se coupe de nos ressentis. Et le fait de se couper de nos ressentis,
ça fait augmenter l'angoisse. Encore récemment, une cliente est arrivée en me disant qu'elle avait pas grand chose à dire, que finalement ses problèmes n'étaient pas très importants. 30 minutes plus tard, on était déjà en train de faire la liste de tout ce qu'elle devait porter seule à bout de bras. Une fois qu'on a mis l'éclairage dessus, on a pu travailler sur comment poser des limites, comment se prioriser, comment prendre soin d'elle. Et en fin d'accompagnement, des semaines plus tard, elle m'a dit qu'elle ressentait l'impression d'avoir déposé des kilos qui pesaient sur elle depuis bien trop longtemps. Alors si toi aussi tu sens que tu portes beaucoup sur tes épaules, que tu as toujours l'impression de ne pas être assez, eh bien c'est exactement ce sur quoi on travaille en séance. Et tu peux prendre rendez-vous avec moi directement via le lien en description. Maintenant, au-delà de la thérapie, comment trouver des solutions pour sortir de là? Déjà, il faut comprendre un truc, l'acceptation, ça ne veut pas dire abandonner. C'est pas baisser les bras et arrêter de réfléchir. L'acceptation, c'est seulement arrêter de se battre contre soi-même. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça peut commencer par reconnaître que comprendre égale sécurité, c'est une sorte de refuge appris. C'est une stratégie que ton cerveau a mis en place, mais c'est pas du tout une loi universelle. Donc tu peux accepter de lâcher la main de cette croyance et pour autant être en sécurité. Et ça, tu peux en faire l'expérience petit à petit, jour après jour. Prépare un petit peu moins. Découvre-toi dans des petits moments imprévus, inconnus. Navigue tranquillement dans des espaces où tu comprends pas tout. Vas-y doucement, mais prends le temps de constater comme tout se passe bien, même quand tout n'est pas compris, analysé et prévu. Et puis tu commences à me connaître, ça passe aussi par le rapport au corps. Quand tu ressens une émotion, quand tu ressens une tension, quelque chose à l'intérieur de toi, plutôt que vite rentrer dans cette habitude, cet automatisme de te dire vite, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, ça veut dire quoi, que faire, accepte de simplement t'asseoir avec ton émotion, comme on dit parfois. Accepte que ce soit là, et qu'il n'y ait pas forcément quelque chose à y faire ou à y comprendre. Écoute-le, laisse-le exister, et tu verras ce qui se passe quand tu fais simplement ça. Et ça veut aussi dire se prioriser, poser des limites sans culpabiliser. Tu n'as pas à être la maman émotionnelle de ton groupe d'amis. Et ton rôle n'est pas de porter tout le monde à bout de bras. Je sais, en tant que femme dans notre société, c'est un petit peu difficile de lâcher ça. Mais je t'assure que c'est indispensable pour réussir à avoir un petit peu plus de bien-être dans ton quotidien. Et rappelle-toi que tu as le droit de te prioriser. Et c'est même plus qu'un droit. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Et puis surtout, ça veut dire accepter l'imperfection. Tu ne peux pas tout maîtriser. Tu ne pourras pas avoir toutes les bonnes réponses, tout réussir du premier coup. Et pour autant, tu seras toujours digne d'amour. Mais c'est pas magique, ma douce. Ça va pas tout résoudre du jour au lendemain. Mais quand mes clientes arrivent à mettre ça en place, elles arrivent à se créer une vie plus heureuse, plus douce, sans cette sensation d'être constamment en danger. Elles apprennent finalement ce que Hermione n'a jamais pu vraiment expérimenter. Tu as le droit de poser ce sac à dos émotionnel qui est trop lourd pour toi et quand même être en sécurité et être aimée. Alors voilà ma douce, je ne suis pas la plus grande fan qui soit d'Harry Potter, donc désolée les Potterheads si je vous ai froissé à un endroit ou à un autre. Mais si tu te reconnais en Hermione, sache que tu n'es pas cassée. Tu n'es pas trop, tu as juste développé des stratégies qui sont plus forcément utiles aujourd'hui pour être en sécurité. Donc il est temps de lâcher ce fucking retourneur de temps. Le vrai courage, c'est pas de tout porter, et ça le sera jamais. Le vrai courage, c'est de s'aimer avec ses forces, ses faiblesses, et de vivre pleinement avec elles. Si en regardant cette vidéo, tu sens que ça résonne, que tu portes trop, que tu as l'impression de ne jamais être assez, sache que tu n'es pas seule, et que je serai très heureuse de t'accueillir dans un espace où tu peux être pleinement toi, sans jugement, sans tabou. Tu peux prendre rendez-vous avec moi directement dans le lien en description, et si tu hésites encore, sache que un premier rendez-vous, ça peut simplement être l'occasion de faire connaissance, de voir si le courant passe bien. Tu n'as rien à prouver, rien à réussir. En tout cas, bravo d'être toi. Même imparfaite, surtout imparfaite. Car en vérité, Hermione ne nous a pas sauvés, mais elle nous a aidés. Maintenant, c'est à toi de trouver le courage nécessaire pour te sauver.